Alors, je suis Jacques Livage, je suis professeur de chimie au Collège de France. Et ce soir, je vais présenter un exposé sur la chimie douce, c'est-à-dire une chimie en fait qui s'inspire des processus biologiques de la nature. Alors, la chimie douce, en fait, on va s'inspirer de ce que fait la nature. Et moi, je travaille dans le domaine des matériaux, donc ils sont quand même quelque chose de très important pour la civilisation, et en particulier dans le domaine du verre. Alors le verre, c'est un matériau très connu, très courant. On fait des ampoules, on fait des vitrages, on fait des fibres de verre, on fait de la laine de verre, etc. Mais vous savez tous que le verre se fait par fusion dans un four au-dessus de 1000 degrés. Donc la question qui se pose, est-ce qu'il y aurait par hasard des organismes vivants sur Terre qui soient capables de faire du verre dans des conditions beaucoup plus douces, c'est-à-dire en gros à température ambiante? C'est effectivement ce que l'on va chercher et miraculeusement, on va voir cela dans le plancton marin. Et c'est ce que je vais vous présenter. Bon, je vais commencer tout de suite d'un travail dans le domaine des matériaux. Alors, les matériaux jouent un rôle tout à fait fondamental dans notre société, à tel point que l'histoire de l'humanité est représentée par les matériaux que l'on a utilisés, l'âge de la pierre, du cuivre, l'âge du bronze, l'âge du fer. Et effectivement, chaque fois que l'humanité maîtrise un matériau, je veux dire que toute notre vie va être changée, modifiée. Donc j'ai pris quelques exemples entre l'âge de la pierre qui est ici, vous voyez, c'est le pont de pierre, et puis maintenant à l'âge du fer, c'est le viaduc de Millau. La petite cabane la petite hutte en paille est devenue la pyramide du Louvre. Le menhir, maintenant, c'est la Statue de la Liberté. Donc, vous voyez que quand on a un matériau nouveau, il y a tout un tas de choses qui vont changer. Et la science des matériaux, en fait, je pense, une des premières illustrations de l'intelligence humaine. C'est très, très, très ancien. Mais évidemment, au début, la science des matériaux, c'était simplement ce que vous voyez ici. C'est un de mes ancêtres que j'ai représenté ici. C'était simplement de prendre une pierre, un silex, et de le tailler de façon à que la forme soit adaptée à l'usage. Donc pour faire une hache ou des trucs comme ça. Et la science des matériaux, ça a été simplement prendre des matériaux naturels, la corne, le bois, l'os, et puis leur donner une forme appropriée à l'usage que l'on veut en faire. La notion de forme est très importante dans le domaine des matériaux. Vous allez le voir tout au long de mon exposé. La grande découverte dans ce domaine, ça a été la découverte du feu. Découverte du feu qui a permis d'une part de former, donner une forme au matériau. Là, c'est l'exemple du forgeron qui va chauffer le fer de façon à lui donner la forme d'un fer à cheval. Et, deuxième point encore plus important, ça permet de former la matière, mais surtout aussi de la transformer. Transformer, ça c'est l'exemple du haut fourneau, où vous allez prendre les oxydes de fer naturels que l'on trouve dans la nature et les réduire par le carbone dans le haut fourneau. Et c'est ça vraiment où la chimie intervient, c'est-à-dire l'aptitude à former et transformer la matière. Ce qui fait que finalement, l'histoire de l'humanité, c'est bien évidemment l'histoire des matériaux, mais derrière l'histoire des matériaux, c'est la maîtrise du feu, c'est-à-dire l'aptitude à obtenir des températures de plus en plus élevées. L'âge de la pierre, il n'y a même pas besoin de chauffer, le bronze vers 600 degrés, le fer, il faut pouvoir chauffer aux alentours de 1000 degrés. Et je dirais que maintenant, 20e, 21e siècle, nous sommes à l'âge du silicium. Et le silicium, pour l'obtenir, il faut atteindre des températures de l'ordre de 2000 degrés. Alors ça pose quand même une question que je vais soulever tout de suite après, mais vous êtes bien conscient que l'âge du silicium a complètement modifié, je dirais même durant notre vie. On a pu le voir. Maintenant, ça a développé l'électronique, l'informatique. On est passé en quelques années, depuis entre ma jeunesse et puis ma vieillesse, on est passé de l'écran du tube cathodique que vous avez à gauche à l'écran plat, on est passé du téléphone au smartphone, etc. Donc vraiment, toute notre vie, à nous tous qui sommes ici, a été modifiée à cause de la maîtrise du feu qui permettait d'obtenir du silicium électronique et de faire tout un tas de nouveaux dispositifs. Alors la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce que finalement, l'histoire de l'humanité, notre histoire, est-ce que ce n'est pas simplement la guerre du feu, c'est-à-dire notre aptitude à maîtriser des températures de plus en plus élevées, je dirais aussi des techniques de plus en plus sophistiquées. Alors c'est là où intervient, disons, l'article que j'avais écrit dans Le Monde il y a une quarantaine d'années, une alternative, la chimie douce,
C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se dirige vers une chimie écologique et qu'on essaye d'inventer une chimie douce qui s'intègre de façon harmonieuse dans les processus naturels. Donc c'est ça l'idée de base. Alors l'idée de base, ça veut dire quoi? Finalement, c'est rend hommage à Léonard de Vinci qui avait dit « Observer la nature, c'est là qu'est notre futur ». Et donc c'est un peu ce que l'on a suivi. Et ça, c'est quoi observer la nature? C'est le biomimétisme. La vie est apparue il y a à peu près 4 milliards d'années. Et pendant ces 4 milliards d'années, le vivant a appris à maîtriser la matière et à faire des matériaux dans des conditions qui sont des conditions biocompatibles. Donc on va regarder la nature source d'inspiration. Qu'est-ce qu'il y a dans la nature qui puisse nous donner des idées pour élaborer nos matériaux? Et je vais prendre un exemple. D'abord, quelques exemples d'application de ce que l'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire essentiellement imiter les formes. Vous avez là, c'est bien connu, c'est le bec du martin pêcheur, qui, quand il plonge dans l'eau, ça ne fait pas de remous. Eh bien, les Japonais ont fait l'avant du TGV japonais, le Shinkansen, qui s'inspire de cette forme. Vous avez aussi la peau du requin, avec des petites écailles qui font que là encore, il n'y a pas de remous avec l'eau et que ça glisse beaucoup mieux. Et vous avez des combinaisons de nage, de natation, qui imitent cette peau de requin. Et ça a permis de battre quelques records de vitesse. Vous avez un exemple bien connu aussi, que vous connaissez, qui est très répandu, c'est les bandes velcro, qui s'accrochent avec des petits crochets. Finalement, c'est simplement la même chose que cette fleur de bardane avec ses petits crochets. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est l'imitation des formes. Moi, homme des matériaux, je vais regarder des matériaux bio-inspirés, et je vais prendre un matériau absolument classique que vous connaissez tous, qui est banal, le verre. 1 kilo de verre, ça coûte moins cher qu'1 kilo de pommes de terre. Donc vous voyez, c'est vraiment un matériau banal que vous trouvez partout pour faire des bouteilles, pour faire des vitrages, des fibres de verre, de la laine de verre, etc., etc. Vous savez tous aussi que le verre, vous avez tous vu quelque part un souffleur de verre, que pour faire le verre, il faut le fondre à des températures qui sont entre 1000 et 1500 degrés. Par conséquent, la question qu'on peut se poser, comment un organisme vivant peut-il faire du verre? Parce que lui, il ne va pas chauffer à 1500 degrés, il va le faire à température ambiante. Donc on va chercher. On va regarder dans la nature, on va regarder les organismes vivants et on va essayer de voir s'il y en a qui seraient capables de faire du verre à température ambiante. Alors, on va donc s'inspirer du vivant. Le vivant est né dans la mer il y a quelques milliards d'années, presque 4 milliards d'années, et donc on va regarder dans les océans, on va regarder s'il n'y a pas des organismes capables de faire du verre dans des conditions douces. A priori, on irait chercher dans le fond des océans ce qu'on appelle les fumeurs noirs, où vous avez vous avez les archébactéries qui sont quand même des micro-organismes qui vivent dans des conditions hydrothermales, c'est-à-dire à peu près à 110 degrés. Non, ce n'est pas eux qu'il faut aller voir. Ce qu'il faut faire, c'est suivre l'expédition Tara, vous en avez, je suppose, tous entendu parler. L'expédition Tara qui a parcouru tous les océans de la Terre pour étudier un petit peu ce qu'on appelle le plancton marin, tous ces milliers de micro-organismes qui forment le plancton. Alors le plancton, c'est quelque chose de très important, puisque c'est un peu à l'interface entre l'océan et l'atmosphère, et le plancton est responsable à peu près de 50% de la capture du CO2 et de la fabrication de l'oxygène. Donc il joue un rôle aussi important que les forêts amazoniennes, avec un avantage, ça ne prend pas feu, ce qui n'est pas toujours le cas des forêts amazoniennes. Donc on va regarder un petit peu dans le plancton, ces micro-organismes, on va regarder s'il n'y a pas des organismes qui sont capables de fabriquer du verre à température ambiante. Alors si je dis ça, c'est bien sûr qu'évidemment on a trouvé des micro-organismes qui sont capables de faire cela. Et ces micro-organismes, ce sont des micro-algues, donc des algues. Micro, ça veut dire que les dimensions sont de quelques dizaines de microns, donc tout petit, il faut vraiment un microscope pour les voir, et ça s'appelle les diatomées. Ça s'appelle les diatomées, donc des microalgues unicellulaires, c'est une seule cellule. Elles font de la photosynthèse, c'était le rôle important du plancton que je viens de souligner, donc transforme le CO2 et l'eau en oxygène et matière organique. Et elle se protège, bien sûr, c'est une cellule toute seule, dans l'océan, il faut se protéger des prédateurs, elle se protège en s'entourant d'une carapace, et cette carapace,
il se trouve qu'elle est en silice, c'est-à-dire en verre. On l'appelle frustule. Donc je dirais peut-être souvent le mot de frustule à la place de carapace. Alors ça, ce qui est connu déjà depuis pas mal de temps, je pense par exemple à Charles Darwin, au cours des grandes expéditions marines du XIXe siècle, il avait observé les diatomées. Donc les couleurs qui étaient toutes dans la diapo précédente, c'était par mouvement artificiel. Hein. Elles ne sont pas colorées comme ça, c'était juste pour faire beau dans la diapositive. Hein. Donc ça, c'est déjà une couleur un peu plus naturelle. Mais on reviendra là-dessus. Qui s'était admiratif en disant il y a peu d'objets plus admirables que les délicates enveloppes siliceuses diatomées. Et la question qui se posait, est-ce que ça n'a été fait que pour le plaisir des yeux? J'essaierai de démontrer qu'il y avait d'autres intérêts. Vous avez aussi des artistes, Mars Henkel, qui a fait des livres, Art in Nature, enfin, il était allemand lui, donc qui a dessiné tous ces micro-organismes, etc. C'est des livres tout à fait superbes. Les diatomées, il y en a au moins 100 000 espèces différentes. Donc il y en a énormément. Vous en avez quelques-unes ici que j'ai représentées. Là encore, les couleurs sont purement artificielles. Hein. C'est grâce à l'informatique. Il y en a partout. Partout où il y a de l'eau, les étangs, les rivières, les lacs, les océans, les mers, partout où il y a des diatomées. Et quand je dis partout, même ici, c'est les égouts de Paris. Vous avez les égouts de Paris, dans le caniveau. Et si vous prenez une goutte d'eau dans ce caniveau, vous le regardez au microscope, vous avez plein de diatomées. Donc vraiment, il y en a partout. Partout. Il y a des applications. Il y a par exemple le Sémagreffe à Bordeaux qui utilise les diatomées pour définir la pureté biologique de l'eau, savoir si elle est pure, pas pure, etc. Et pour faire cela, simplement ils prennent une rivière, là, un ruisseau, ils regardent les diatomées qui sont dedans, il y a 100 000 espèces. Donc il y a tout un tas de diatomées de différentes espèces, et selon la nature des diatomées, ils peuvent en déduire si c'est de l'eau biologiquement pure ou pas. C'est juste en regardant l'inventaire des diatomées. Une autre application aussi, qu'on connaît peut-être moins bien, c'est en criminologie. Criminologie, quand vous avez quelqu'un qui s'est noyé, un noyé. Si vous regardez un noyé, a priori, d'abord, il a pu être tué avant, auquel cas, quand il est tombé dans l'eau, il n'y a pas d'eau dans les poumons. Ou bien il s'est noyé, auquel cas il y a de l'eau dans les poumons. Et en analysant les diatomées qui sont dans ses poumons, vous pouvez savoir s'il a été noyé ici, ou bien sur l'étang qui est à 100 mètres de là. La population de diatomées peut être tout à fait différente. Ça a été utilisé récemment, vous vous souvenez, à Nantes, il y a eu un jeune homme qui s'est noyé dans la rivière, et on a fait une étude de diatomées pour savoir s'il était mort avant de tomber ou après de tomber, il y a quelques mois. Bien, alors qu'est-ce qu'on peut apprendre? Je dirais la nature inspire la science. La première chose qu'on peut apprendre, c'est ce que j'ai écrit ici à l'école des diatomées. On apprend qu'il est possible de faire du verre dans l'eau à température ambiante. C'est typiquement ce que j'appelle de la chimie douce, quand l'eau remplace le feu. Alors, si vous voyez ici, à droite, c'est des verres romains, à gauche, c'est du verre fait par les diatomées. Alors, la différence essentielle, là, il faut fondre le sable de silice au-dessus de 1000 degrés. Là, c'est fait dans l'eau à température ambiante. Donc, c'est ça qui est intéressant. Comment font les diatomées? Alors, juste un petit rappel scientifique sur ce qu'est le verre ou la silice. La silice SiO2, c'est le motif élémentaire, c'est un atome de silicium entouré de 4 oxygènes. Ça forme un tétraèdre. Ces tétraèdres vont s'assembler. S'ils s'assemblent de façon régulière, comme c'est ici, c'est ce qu'on appelle un cristal de quartz. S'ils s'assemblent dans le désordre, c'est ce qu'on appelle du verre. Donc c'est juste un arrangement ordonné ou désordonné. Alors comment on peut passer de la silice, le tétraèdre? Alors le tétraèdre, c'est simple, hein, c'est la silice quand elle est dissoute dans l'eau. Il y en a toujours. Toujours pourquoi? Parce que les roches de la Terre, à 90%, c'est de la silice, des silicates. Donc il y en a toujours un peu qui se dissout dans les rivières, qui arrivent dans la mer, etc. Donc il y a toujours de la silice sous forme dissoute, c'est-à-dire sous forme moléculaire. Et alors ce qui se passe, on va faire simplement, comme nos collègues organiciens, on va faire une réaction de polymérisation. Alors juste pour définir ce que j'entends par là, quand vous voulez faire du polyéthylène, qui est un plastique que vous connaissez bien, vous prenez une molécule d'éthylène et puis vous les accrochez les unes derrière les autres. Si on veut faire un verre de silice, eh bien on va prendre une molécule
de l'acide silicique, là, celle que j'ai, de l'acide dissoute, et on va les accrocher les unes derrière les autres. Donc c'est très simple. Vous voyez qu'en chimie, là, c'est pas très compliqué. Je pense que vous arrivez à suivre. Alors comment ça se fait? Eh bien, ça se fait simplement. On prend donc de la silice dissoute et on va la polymériser, donc accrocher les tétraèdres les uns aux autres. Alors si on fait cela, on passe d'une solution limpide, comme de l'eau, qui devient trouble, ce qu'on appelle une solution colloïdale ou un sol, puis qui fait une espèce de gelée qu'on appelle un gel, et c'est ce qu'on appelle le procédé sol-gel, c'est-à-dire possibilité de faire de la silice, des verres de silice, en passant par une étape sol ou une étape gel. Alors je vous montre simplement comment ça marche. C'est une manip qui est facile à faire. Vous prenez un bécher, vous mettez une solution de silicate de sodium. C'est commercial, hein, vous pouvez l'acheter. Et vous mettez dedans, vous mettez des petits cristaux de chlorure de fer, de nickel, de cobalt, enfin des choses comme ça, d'éléments de transition. Et ce que vous allez voir, eh bien, c'est qu'il va y avoir la réaction de polymérisation et vous allez voir pousser le gel de silice. Alors voilà comment ça se passe. Alors là, c'est évidemment en accéléré, mais disons que ça met entre 5 et 10 minutes. Donc vous voyez, ce n'est pas trop accéléré. Et vous voyez que ça donne quand même des choses qui sont jolies. Bien, alors comment fait la nature? La nature, c'est donc les diatomées. Diatomée, c'est une seule cellule, et cette cellule va se diviser en deux, c'est la mitose, pour donner deux cellules qui se diviseront pour donner 4, etc., etc. C'est le mode de reproduction. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une diatomée, c'est quoi? C'est une cellule vivante, je dirais, dans une boîte en verre, hein, comme une boîte de pétri, comme une boîte de camembert. Ben, au moment où elle se divise, la boîte s'ouvre. Il y a le couvercle d'un côté et le fond de l'autre. Ben, à ce moment-là, il manque, pour chacune des deux cellules filles, il manque une partie. Donc c'est au moment de cette division que la diatomée va fabriquer ce qui lui manque, son couvercle de silice, par la réaction que je viens d'indiquer. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui est représenté ici. Vous avez la diatomée qui commence à se diviser, donc la silice qui commence à croître ici à l'interface entre les deux, qui croît, et puis au moment où c'est bien fait, ben ça se divise. Ce qui est remarquable quand même dans cette affaire-là, c'est que ça met à peu près 1 à 2 heures. Donc la diatomée dans l'eau à température ambiante met, disons, 2 heures pour fabriquer ce couvercle de verre. Dans l'industrie, entre le moment où on prend le sable, on le met dans le four, on fait chauffer, et jusqu'au moment où on tire le verre, on appelle la paraison, c'est 24 heures, entre 1000 et 1500 degrés. La diatomée a fait la même chose à température ambiante en 2 heures. Donc vous voyez déjà ce qui est remarquable dans les processus naturels. Alors l'intérêt, bien évidemment, l'intérêt c'est ce que j'appelle de la chimie douce, gain d'énergie. C'est les arguments que je mets en avant quand je demande de l'argent au CNRS ou des choses comme ça. On va gagner de l'énergie. Ce n'est pas le principal intérêt. C'en est un, bien évidemment. Deuxième intérêt qui est plus intéressant encore. Vous allez construire votre verre, votre matériau de silice, molécule par molécule, c'est-à-dire brique par brique. Exactement comme on a pu faire la muraille de Chine, en prenant les briques, mais vous voyez que selon la façon dont on va agencer les briques les unes par rapport aux autres, eh bien on va pouvoir faire des formes macroscopiques qui n'ont plus rien à voir avec la forme de la brique. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire un matériau dont la forme est conçue a priori, hein, qu'on va pouvoir contrôler a priori. Donc ça, c'est une application extrêmement importante. Et le troisième point qui est aussi très important, qui est même peut-être le plus important, c'est le suivant. Quand on fait du verre, on prend du sable que l'on fond au-dessus de 1000 degrés. Quand on fait des céramiques, j'en ai pas parlé, mais on prend par exemple de l'argile, et puis pareil, on va le mettre en forme pour le mouler, et puis on va le chauffer vers 700, 800 degrés. Donc c'est ce qu'on appelle les arts du feu. À la base de toutes ces techniques-là, forcément, il y a un four. Il y a un four, mais dans le cas des diatomées ou de ce que l'on va appeler les procédés sol-gel, on le fait directement à partir d'une solution. Alors l'intérêt est direct, donc c'est direct, ce qu'ils appellent en anglais powderless processing, c'est d'élaborer le matériau directement à partir de la solution. Alors pour vous donner quelques exemples pourquoi c'est intéressant, alors ça c'est simplement un peu d'histoire. Alors un peu d'histoire, la première publication c'était Ebelman en 1845.
Bon, il a fait son publication dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, puis personne n'en a tenu compte, c'est tombé dans l'oubli, bien évidemment. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, les premiers qui ont repris cette affaire-là, ce sont les verriers, les industriels allemands de Schott-Glaswerke, qui ont pris le brevet en 1939, comment faire du verre par polymérisation dans l'eau. 1939, ce n'était pas la bonne époque pour développer un procédé industriel en Allemagne, vous devinez bien. Donc la commercialisation, la vraie production industrielle, c'était dans les années 1959. Et les universitaires, les scientifiques, vous voyez, le premier congrès, c'était en 1981. Donc il faut reconnaître que l'industrie a été bien en avance sur les universitaires. Maintenant, on a rattrapé le retard. Hein. Alors quel est l'intérêt? C'est une solution. Hein, on part d'une solution, on arrive à une espèce de gel, hein, quelque chose comme ça. C'est une solution, si vous la pulvérisez, vous allez avoir des petites billes. Donc ça, c'est commercial. Hein. C'est des petites billes qui font des diamètres de l'ordre de 100 nanomètres, qu'on peut par exemple déposer sur une membrane et ça va servir de filtre. Des filtres d'ultrafiltration, c'est-à-dire qu'avec des filtres comme ça, vous filtrez tout ce qui a des dimensions inférieures au dixième de micron. Et par exemple, vous pouvez prendre l'eau dans un étang, vous la filtrez, et même les bactéries ne vont pas passer. Donc vous pouvez la boire directement derrière. Quand c'est un gel, vous pouvez faire de l'extrusion. L'extrusion, et vous allez avoir des fibres, comme ceci. Par exemple, ici, ce sont des fibres d'alumine qui s'appellent Safil. Et c'est par exemple les tuiles de la navette Columbia, navette spatiale, c'est des tuiles d'alumine, et c'est des fibres d'alumine qui ont été faites par ce procédé-là. Et puis, on peut faire des revêtements sur le verre. C'est là l'implication la plus importante. Alors, comment on fait? Là, le procédé est indiqué ici. Vous prenez le vitrage, vous le plongez dans la solution, qui est ici. Vous le plongez, vous le ressortez. La solution adhère, va polymériser, et vous avez directement le film qui se forme à la surface du verre des deux côtés. Alors ça, c'est très utilisé, c'est industriel. C'est très utilisé donc par les industries pour faire des vitrages avec des colorations différentes, pour faire des pare-brises automobiles, pour faire des revêtements, enfin des panneaux solaires avec un revêtement protecteur, etc. Donc ça, c'est vraiment maintenant des procédés industriels courants. Voilà très rapidement, je ne vais pas développer les applications industrielles qui existent actuellement sur ce procédé-là. Deuxième point, c'est de la chimie douce. Température ambiante, dans de l'eau, des choses comme ça, c'est-à-dire dans de la chimie qui est dans le même genre que la chimie organique. Ça veut dire qu'on peut faire en même temps de la chimie minérale et de la chimie organique et obtenir ce qu'on appelle des matériaux hybrides dans lesquels il y a à la fois de l'organique et du minéral, de 0 à 100%. C'est donc toute une gamme de matériaux, alors là, complètement nouveaux, originaux, qui vont depuis le polymère, le plexiglas, disons, jusqu'au verre, avec tous les intermédiaires. Alors l'intérêt, c'est que c'est un mélange, mais pas un mélange comme ça humain, je dirais, c'est un mélange à l'échelle moléculaire des précurseurs, et donc c'est qu'un matériau parfaitement homogène, qui est donc parfaitement transparent, hein, vous les voyez ici, c'est transparent, ça se travaille facilement, ça peut se mouler, se polir, etc., etc. Et donc là encore, il y a tout un tas de possibilités dans ces matériaux, je le répète, totalement originaux. Alors par exemple, vous avez ici, pour repeindre une façade de bâtiment, si c'est une peinture organique, ça donne ça, si c'est un silicate minéral, ça donne ça, mais si c'est un nanocomposite, donc un hybride, vous avez des propriétés bien supérieures. Vous pouvez utiliser aussi comme précurseur une molécule telle que celle-ci. Vous avez une partie silice, une partie organique. Si vous déposez cela sur des lunettes plastiques, eh bien ça va vous faire un revêtement protecteur de silice, donc anti-abrasion. Si par contre vous le déposez sur un pare-brise ou un rétroviseur, c'est la partie silice qui va s'accrocher sur le verre et la partie organique hydrophobe qui va être à l'extérieur, donc qui va faire des revêtements anti-pluie. Ça, c'est un procédé qu'on a développé au laboratoire avec un industriel que je ne nommerai pas, pour les gens qui ont des cheveux très fragiles. Des cheveux très fragiles, alors ce que l'on fait, c'est que l'on va les traiter avec des solutions.
dans lesquels il y a à la fois une partie organique et une partie silicium. La partie organique permet à la solution de pénétrer dans le cheveu, et la partie silicium va donner des fibres de silice, c'est-à-dire va renforcer le cheveu. Donc ça, c'est un produit qui est maintenant commercial, qui s'appelle le Philoxane. Je ne sais plus qui fait ça. Bien, vous avez aussi, par exemple, des soins dentaires. Vous voyez ici, le gel de silice hybride va servir pour boucher des trous dans les dents. Et vous voyez, les dents avant, et puis ensuite, avec le matériau hybride qui est rebouché, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus joli que si on mettait simplement du plomb dedans. Hein. Donc vous avez un tas d'applications. Ça, c'est un collègue israélien de Jérusalem pour faire des crèmes solaires. Alors les crèmes solaires, c'est en général des produits organiques qui absorbent les UV, mais en absorbant les UV, ils ont la fâcheuse idée de se dégrader, et alors là, pour la peau, c'est pas bon du tout. Donc c'est un des gros problèmes en ce moment dans ce domaine-là. Alors ce qu'il a fait, c'est simplement d'encapsuler ces produits organiques à l'intérieur de petites capsules de silice, vous voyez comme ça, et ça fait une pommade, une crème qui est maintenant commercialisée par des Allemands ici. Hein, et ça permet que les produits organiques de dégradation ne vont pas être en contact avec la peau. Et puis il y a encore plein d'applications, je ne vais pas développer parce que je vais aller plus loin. Et les applications, je dirais, de prestige, telles que le toit auto-nettoyant du Théâtre national de Pékin, ou bien des applications que vous connaissez sûrement, que vous utilisez sûrement sans le savoir, c'est la semelle des fers à repasser. Pas tous, hein, c'est certaines marques uniquement, mais le fait que ce soit un hybride permet à la semelle de glisser beaucoup plus facilement hein, sur le linge. Troisième point, j'avais un peu plus loin, procédés sol-gel et biologie. Alors biologie, c'est tous les problèmes quand on utilise des molécules ou des organismes biologiques dans l'industrie, en général, il faut les fixer sur un support solide, et pour des raisons bien évidentes, ces supports, c'est évidemment des polymères. Bon, et il s'avère que, comme on travaille dans des conditions biocompatibles, on va pouvoir simplement fixer ces molécules biologiques dans un gel de silice et puis les utiliser telles quelles. Alors c'est par exemple utilisé pour les enzymes. L'intérêt, c'est que l'enzyme va être piégée, donc ne va pas pouvoir sortir, et qu'elle va être protégée du milieu extérieur. Alors là aussi, je développe parce qu'il y a des applications industrielles importantes. Quand vous faites cela, c'est ce qui a été fait, par exemple, avec les lipases. Alors, lipase, ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est un catalyseur enzymatique, donc qui facilite un certain nombre de réactions biologiques ou industrielles, et en particulier ce qu'on appelle l'hydrolyse des esters. Donc ça intervient en biologie avec le pancréas et en synthèse organique pour le pétrole, les médicaments, l'agrochimie, etc. Alors le problème de cette réaction, c'est la suivante. C'est que vous faites réagir de l'eau avec un ester. Or, l'ester n'est pas soluble dans l'eau, ça donne une émulsion. Une émulsion, ça veut dire simplement la chose suivante, c'est que la réaction va se faire ici, à l'interface entre la goutte d'huile, je dirais, et l'eau. Hein, donc dans un milieu très particulier, où ce qu'on appelle la balance hydrophile-hydrophobe, qui aime ou qui n'aime pas l'eau, est bien régulée. Eh bien, ce qui a été fait, c'est la chose suivante, c'est de piéger ces lipases dans un gel de silice. Un gel de silice, c'est purement hydrophile, ça ne marche pas. Et par contre, on peut introduire de l'organique. Et selon la nature ou la quantité d'organique que l'on introduit, on peut contrôler rigoureusement le caractère hydrophile-hydrophobe. Et à ce moment-là, l'activité de l'enzyme est 100 fois supérieure à ce qu'elle serait si elle était toute seule ou si elle était dans la silice. Ça a été développé par Fluka, pardon, excusez-moi. Vous voyez, c'est un catalogue de Fluka où vous avez les lipases donc qui sont utilisés industriellement pour la catalyse d'un certain nombre de réactions industrielles. Dans le domaine médical, je vais prendre un exemple que nous avons traité au labo, celui de la leishmaniose. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la leishmaniose, mais c'est un peu comme le paludisme, c'est-à-dire que c'est introduit par la piqûre d'un insecte, la leishmanie, et quand vous êtes piqué, malheureusement, vous voyez le genre de dégâts que ça peut faire. Alors, c'est surtout dans je crois que le sud de la France, il y a des cas de leishmaniose, mais surtout l'Afrique du Nord et tout ça. Alors, ça marche comment? Ça marche, c'est des
des cellules parasites qui vous sont injectées par l'insecte, donc c'est les leishmanies qui sont ici, qui vont donc circuler dans le sang et vous allez vous défendre en produisant ce qu'on appelle des anticorps qui vont venir se fixer sur la cellule qui est étrangère et qui vont les éliminer. Et cette réaction est très caractéristique de l'association, etc. Donc c'est une réaction qui est utilisée pour savoir si un patient est séropositif ou séronégatif, c'est-à-dire s'il a été piqué par l'insecte et s'il est susceptible d'avoir de la leishmaniose. Alors ça, c'est fait dans un hôpital, on l'a fait à la Pitié-Salpêtrière avec Marc Gentilini, qui est un spécialiste du sida. Donc c'est le dosage classique que l'on fait dans tous les hôpitaux pour détecter la séropositivité d'un patient. Alors je passe rapidement. On prend les cellules de leishmanie quand il s'agit de leishmanie, on les met dans ces plaques-là, et puis on prend le sang du patient, et s'il a des anticorps, ils vont venir se fixer. On détecte les anticorps et on pourra dire s'il est positif ou pas positif. Alors on a fait les manips, on a remarqué que les cellules vivantes n'étaient pas détruites, donc conservées par leurs caractéristiques, et que l'on pouvait faire dans le gel, on pouvait faire le dosage des anticorps et pouvoir déterminer si le gars était malade ou pas malade. Alors ça n'a rien d'extraordinaire en soi, mais j'ai des collègues brésiliens qui ont développé ça pour pouvoir faire ces tests-là dans la forêt amazonienne. Parce que sinon, le test, vous devez le faire en hôpital. C'est-à-dire, si vous avez été piqué au cours d'un parcours dans la forêt, il faut revenir à Rio de Janeiro, etc., aller à l'hôpital, faire un truc. Tandis que là, vous pouvez piéger les cellules de leishmanie dans la silice, les emporter chez vous, et puis dans la forêt, vous allez pouvoir faire le test. Et voilà, qui a été fait. À un autre pas, la nanomédecine. Alors bien sûr, quand on parle de nanoparticules, aussitôt tout le monde s'élève en disant c'est un scandale, c'est une honte, c'était très dangereux, c'est vrai. Les nanoparticules, c'est dangereux parce que ça peut traverser les membranes. Les membranes, et par conséquent, il faut éviter d'avoir des nanoparticules. Mais ça peut être aussi très utile. On peut dire à la nanoparticule, tiens, puisque tu vas dans la cellule de tel bonhomme, eh bien, tu vas m'aider à transporter un médicament dans cette cellule-là. Alors ça, c'est un développement que l'on a fait aussi, c'est-à-dire que la nanoparticule va servir de vecteur pour aller soigner telle ou telle cellule malade. Alors pour faire cela, comment fait-on? Eh bien, on prend le principe actif, donc le médicament, qu'on encapsule dans une capsule de silice ou d'un autre oxyde d'ailleurs. Je parle de silice, mais il n'y a pas que cela. Et on met à l'extérieur, on met des anticorps, des choses comme ça, qui vont reconnaître de façon spécifique les cellules qui sont malades, les organismes qui sont malades. On fait une injection, une piqûre, ça part dans le sang et ça va se fixer sur, par exemple, les tumeurs cancéreuses. Vous avez entendu parler de ça il y a quelques années avec Patrick Couvreur qui a développé ces affaires-là. Donc ça va aller là où vous avez des tumeurs. Alors par exemple de l'acné, si vous mettez dedans une sonde lumineuse en éclairant aux UV, vous allez chauffer et vous allez tuer les cellules d'acné. Le sarcome ici, en mettant des petites particules de fer magnétique, pareil, vous pouvez traiter. Et puis non seulement vous pouvez traiter, mais vous pouvez envoyer des médicaments anticancéreux. Ces médicaments anticancéreux dans la nanoparticule vont aller se fixer sur les cellules cancéreuses et libérer le médicament à l'intérieur. L'avantage, bien sûr, de cette affaire-là, c'est que quand vous avez des traitements anticancéreux, on vous donne des drogues, mais qui tuent toutes les cellules, y compris celles qui ne sont pas malades, vous perdez vos cheveux, etc., etc., alors que là, ça ne va aller que dans les cellules cancéreuses, et donc c'est bien meilleur. Alors voilà, par exemple, un article qui était paru il y a déjà plus d'une quinzaine d'années dans l'expansion. Développement, par exemple, c'est au stade, disons, préclinique actuellement à l'hôpital de Russie, Gustave Roussy, pour les sarcomes. Et bien sûr, je cite mon ami Patrick Couvreur pour les cancers du foie. Donc c'est ce qu'on appelle de la théranostique. Quatrième point, ce que j'appelle des matériaux vivants. Alors qu'est-ce que c'est une diatomée? Une diatomée, c'est une cellule vivante dans une boîte en verre. Une cellule vivante dans une boîte en verre
qui va faire de la photosynthèse. Et par conséquent, c'est ça que je vais appeler un matériau vivant, c'est-à-dire qu'il est possible de piéger une cellule, un organisme ou un micro-organisme vivant à l'intérieur d'une boîte de verre et de le faire travailler. Alors ça, c'est, par exemple, ça va servir, puisqu'il y a de la photosynthèse, pour faire les réactions de photosynthétiques. Alors juste à titre d'indication, il y a des usines pilotes actuellement, des cimenteries en particulier, qui récupèrent le CO2 par ces microalgues. Donc ils font barboter et les microalgues vont faire de la photosynthèse, utiliser le CO2 et fabriquer des biocarburants, c'est ce qu'on appelle le biofuel et des choses comme ça. Mais on fait la même chose avec notre procédé, c'est-à-dire que ces microalgues, par exemple, on va les piéger dans de la silice. L'avantage, c'est que, d'une part, nos organismes vivants vont être protégés. Deuxièmement, on le peut mettre en forme, c'est-à-dire on peut faire des fibres, on peut faire des petites plaquettes, on peut faire des billes. Et troisièmement, bon, comme c'est du verre, c'est transparent. Et on va pouvoir fabriquer, alors en particulier, des biocapteurs, des bioréacteurs ou des choses comme ça. Donc je vais donner quelques exemples avec des bactéries là, qui sont piégées dans la silice, les bactéries Escherichia coli. Le problème, c'est évidemment de les conserver vivants, qui n'est pas tout à fait évident. Ça, c'est juste un tableau des micro-organismes qui ont été actuellement déjà piégés dans de la silice. Alors, par exemple, pour lutter contre la pollution, donc vous voyez ici une rivière qui, visiblement, est polluée. Donc, vous allez essayer de voir si c'est pollué, comment, etc., et comment y remédier. Donc, ce que l'on a fait, c'est de prendre des microalgues qui sont ici, celle qui est ici, qui va donc faire de la photosynthèse, c'est-à-dire qui contient de la chlorophylle. Alors, on va d'abord la mettre en forme. Mettre en forme, c'est-à-dire qu'on va la fixer au bout d'une fibre optique. On va faire une petite pastille que l'on colle au bout. Et on va plonger ça dans la rivière. Donc, à ce moment-là, vous allez faire de la fluorescence de la chlorophylle, c'est-à-dire que via la fibre optique, vous allez l'éclairer par rayonnement UV. S'il y a de la chlorophylle, elle va donner de la fluorescence rouge et vous allez simplement mesurer l'intensité de la fluorescence. Et vous savez si ça marche ou pas. Et alors, ce que vous observez, c'est la chose suivante, c'est que lorsqu'il y a des pesticides à l'intérieur de la rivière, ben ces pesticides vont intervenir et la fluorescence de la chlorophylle va être modifiée. Donc, vous pouvez très rapidement et très simplement, en plongeant la fibre optique dans la rivière, en regardant la fluorescence, voir si c'est pollué ou pas pollué. Vous n'allez pas pouvoir dire quel est le polluant, mais vous pouvez savoir qui c'est pollué et qu'il faut faire attention. Alors, si c'est pollué, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez remédier en prenant d'autres micro-organismes. C'est ici des champignons filamenteux. Vous allez faire ce que j'appellerais un bioréacteur. Donc, vous allez mettre, par exemple, dans des petites pastilles et vous allez utiliser ça pour faire de la dépollution. Alors, la manip qui est décrite ici, c'est la suivante. Vous avez votre champignon qui est dans une petite pastille de silice, qui est poreuse. Vous le plongez dans une solution, là on a mis un colorant organique de façon à visualiser, donc qui est bleu. Vous le plongez dedans et vous attendez. Ben, les champignons qui sont à l'intérieur vont simplement, via leur métabolisme, détruire le colorant et vous avez à la fin, vous avez quelque chose, une solution qui a été purifiée. Il suffit de filtrer ensuite pour récupérer les champignons dans les pastilles et on va pouvoir même les réutiliser. Une expérience qu'on a faite au laboratoire, c'est celle-ci. On a essayé de faire un miracle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler du miracle de Bolsena. C'est simplement au moment de l'élévation, dans l'hostie, il y a des petites taches rouges. Alors les petites taches rouges, on pense que c'est le sang du Christ, bien évidemment. En fait, c'est beaucoup plus simple que cela. C'est-à-dire, c'est simplement que dans l'hostie ou dans le pain, ça se retrouve aussi, vous avez des bactéries qui s'appellent, dont le nom est ici, hein, et que ces bactéries sécrètent un pigment qui est rouge, d'où la tache rouge. Alors, ce qu'on a fait, ces bactéries sont intéressantes parce que le pigment en question, c'est un bon anticancéreux. Donc, ça peut être utilisé comme médicament contre le cancer. Vous voyez que là, l'action sur les cellules cancéreuses est assez rapide. Par contre, les cellules saines ne sont pas affectées. Alors, ce qu'on a fait, c'est la manip suivante, hein, qui consiste à faire un gel de silice, à mettre ces bactéries dedans, elles sont piégées, et on met un nutriment, parce que les bactéries, c'est comme les ouvriers,
C'est-à-dire que si vous voulez qu'elles travaillent, il faut les nourrir. Par conséquent, il y a un nutriment avec tout ce qu'il faut pour que les bactéries continuent à vivre, à faire leur métabolisme, etc. Et ce que vous observez, c'est qu'au bout de quelques temps, disons quelques dizaines de minutes, vous avez une solution rose. La solution rose, ça veut dire que les bactéries piégées dans le gel ont effectivement produit de la prodigiosyne. Donc vous pouvez faire un réacteur chimique qui va vous fabriquer ce médicament. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est le suivant, c'est que quand vous regardez les bactéries, en général, ça vit par colonies. Et les bactéries échangent entre elles des signaux chimiques, elles se parlent. Il y a un langage des bactéries, elles se parlent, c'est-à-dire qu'elles produisent une molécule qui va diffuser sur la bactérie d'à côté et changer son métabolisme. Donc elles vont avoir une action concertée. Elles vont avoir une action concertée, et ceci, c'est ce qu'on appelle le quorum sensing, et ça se produit quand les bactéries viennent l'une contre l'autre. Viennent l'une contre l'autre, c'est-à-dire quand on a une colonie. Et ce que vous observez, c'est le comportement non pas d'une bactérie isolée, mais le comportement d'une colonie de bactéries. Alors si on veut étudier le langage des bactéries, il faut pouvoir en isoler une. Et l'intérêt du procédé que je développe ici, c'est qu'on peut piéger les bactéries séparément les unes des autres, et on peut donc, nous, chimistes de l'extérieur, ajouter des molécules et voir quelle est la réponse de la bactérie, c'est-à-dire qu'on peut étudier son langage. Comment va-t-elle répondre à un signal? Alors par exemple, vous avez ici la manip que j'ai décrite juste précédemment, des molécules qu'on appelle des molécules de quorum sensing, c'est celles qui sont utilisées par des bactéries, on les rajoute dedans et on va regarder simplement le résultat. Le résultat, c'est que vous voyez qu'avec certaines molécules, eh bien, le rendement de la réaction est bien meilleur. C'est-à-dire qu'on peut les faire travailler encore mieux. Et non seulement ça, mais si vous regardez la durée de vie, la viabilité des bactéries, vous voyez qu'avec certaines molécules, au bout d'un mois, il y a encore 100% des bactéries qui sont vivantes. Ça veut dire que connaissant le langage des bactéries, vous allez pouvoir fabriquer des bioréacteurs particulièrement efficaces, en rendement, en durée de vie. Il n'y a pas que ça. Il y a un autre point qui est intéressant aussi, bactéries, vous savez bien sûr que c'est responsable des infections bactériennes. Alors, infection bactérienne, c'est quoi? Par exemple, vous avez des bactéries qui arrivent sur les dents, qui sont ici. Tant qu'elles sont isolées les unes des autres, il n'y en a pas beaucoup, ça ne fait pas de problème. Elles vont se multiplier, elles vont former des colonies. Mais tant que les colonies, il n'y a pas d'échange de signal, il n'y a pas de problème. L'infection n'arrive qu'au moment où les bactéries échangent des signaux de quorum sensing. À ce moment-là, elles deviennent pathogènes. Elles deviennent pathogènes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez combattre l'infection, vous allez mettre des antibiotiques. Vous allez mettre des antibiotiques de façon à les tuer. Mais vous savez bien sûr que les antibiotiques, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que les bactéries arrivent à se familiariser et à résister. Donc ce qui est intéressant, c'est de développer une autre voie qui consiste à trouver des molécules qui empêchent les bactéries de se parler. On appelle des molécules de quorum quenching. Et donc c'est ça le genre d'études que l'on fait sur le langage des bactéries, essayer de voir quelles sont les molécules qui vont les empêcher de communiquer et donc d'être pathogènes. Alors un exemple de résultat, ce sont ces algues rouges qui sont ici, qui sont détruites par une bactérie qu'on appelle, elle est nommée ici. Eh bien ces algues se protègent en sécrétant cette molécule qui est une furanone, et cette molécule empêche les bactéries de se parler les unes les autres. Et si on l'utilise pour, par exemple, l'infection pulmonaire des souris, eh bien on voit qu'elles peuvent être efficaces. Donc vous voyez, ça peut être un autre moyen de lutter contre les infections bactériennes en utilisant le langage des bactéries et pas simplement en les tuant. Alors, dernier point qui est intéressant, ce sont des biomatériaux nanostructurés. Alors, quand nous, hommes, quand on fait un matériau tel que le verre, selon les propriétés que l'on veut obtenir, on va faire différentes choses. On va rajouter du sodium, du calcium, du bore si on veut faire du pyrex, du plomb si on veut faire des verres avec des indices optiques importants. Bien évidemment, je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure, les micro-organismes ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas à leur disposition tout ça. Donc les diatomées, qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent? Il faut qu'elles fassent une carapace
pour se protéger. Donc la carapace doit être dure, donc un solide minéral. Elle doit être transparente parce qu'on fait de la photosynthèse, et elle doit être poreuse parce qu'il faut pouvoir échanger avec le milieu extérieur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous avez par exemple les huîtres. Les huîtres vont se faire une carapace en carbonate de calcium. C'est facile à faire. La plupart des organismes marins se protègent avec du carbonate de calcium, du calcaire. Mais pour les diatomées, il faut que ce soit transparent. Une coquille d'huître n'est pas transparente. Par contre, un verre est transparent. Donc, il faut qu'elle se débrouille pour prendre le silicium, la silice qui est dans l'eau, et faire une carapace qui soit en verre. Deuxièmement, il faut permettre les échanges métaboliques entre l'organisme vivant à l'intérieur et le milieu extérieur. Ben, quand c'est une huître, c'est facile, c'est un bivalve, ça s'ouvre. Diatomée, ça ne peut pas. Diatomée, c'est une cellule, il n'y a pas de muscle. C'est une boîte qui est fermée. Alors la seule solution possible, eh ben, c'est de faire des trous. Donc les diatomées font plein de trous. Je dirais même que c'est l'utilisation essentielle des diatomées. Quand elles meurent, elles tombent au fond de l'océan, ça fait un sédiment, et ça fait des sédiments qui sont très 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 poreux. C'est ce qu'on appelle la diatomite, les terres diatomées, la cellite, etc. C'est un matériau industriel tout à fait courant. Hein. La production mondiale, c'est 2 millions de tonnes par an. Il y en a en particulier dans le Massif central en France. Et ces matériaux très poreux sont utilisés comme filtres. Filtres pour l'eau de piscine, pour le vin de Bordeaux, etc., etc. Et puis même, vous connaissez sûrement l'utilisation d'Alfred Nobel. Pour stabiliser la nitroglycérine, on imprègne les terres de diatomée de nitroglycérine, ça fait de la dynamite. Alors c'est tellement puissant, tellement effarant, qu'il n'y aura plus jamais de terrorisme ou de choses comme ça. C'est fini avec Nobel, on a la paix. Bien. Alors on va regarder les trous, parce que c'est intéressant. Ça, c'est des manips qu'on a faites à Grenoble. Donc vous voyez la boîte. Il y a un couvercle, un fond, et puis une espèce de ceinture qui relie les deux. Et vous voyez bien sûr que ces couvercles et fonds, c'est plein de trous. Bon, c'est joli, hein, il y a plein de trous. Alors on va regarder simplement avec un microscope et on va se rapprocher, garder augmenter les grossissements. Tiens, ben, dans les trous, il y a d'autres trous. Et dans les trous des trous, ben, il y a encore des trous. C'est-à-dire finalement, il y a plusieurs tailles de trous, des petits, des moyens et des grands. Donc c'est pas n'importe quoi. Hein, c'est quand même travaillé. C'est quand même travaillé, on le voit encore mieux ici en coupe. Hein. Vous voyez qu'il y a des petits, des moyens et des gros. Et si on regarde encore, c'est quand même curieux, c'est pas n'importe comment. Visiblement, les trous sont répartis de façon régulière. Alors répartis de façon régulière, ça veut dire que l'on a ce qu'on appelle un cristal photonique. Alors je ne sais pas si vous connaissez les cristaux photoniques, mais nos collègues physiciens ont découvert ça il y a une dizaine d'années. Les diatomées l'ont découvert il y a 200 millions d'années. Ils ont découvert il y a une dizaine d'années. Alors le cristaux photonique, c'est simplement un cristal. Un cristal, vous savez, c'est des atomes répartis de façon régulière. Et la propriété, c'est qu'il y a une interaction avec le rayonnement, avec les rayons X en l'occurrence, qui fait de la diffraction. C'est comme ça qu'on détermine la structure des minéraux. Hein. Là, c'est la même chose, mais au lieu d'être des atomes, c'est simplement des matériaux d'indices différents, du verre et de l'eau, par exemple, ou de l'air, et répartis de façon régulière. Et à ce moment, ça va faire diffracter ou diffuser, ça va faire des rayonnements dont la longueur d'onde est du même ordre de grandeur que la distance entre les trous, c'est-à-dire quelques dixièmes de microns, c'est-à-dire la lumière visible. Donc il va y avoir un comportement optique particulier avec la lumière visible. Alors ça donne en particulier une iridescence que vous connaissez bien, c'est celle des papillons, de la nacre, des opales et des choses comme ça, à tel point que les diatomées, par exemple, on les appelle les opales des mers parce qu'elles sont iridescentes. Bien. Alors on regarde quand même. Est-ce que ça sert simplement à ce que ce soit beau, à faire un petit bijou pour offrir à sa compagne? Non. Non. Si on regarde un peu comment la lumière passe au travers, là, donc on a un rayon laser, et puis on éclaire et on regarde, eh bien on observe que selon la longueur d'onde de la lumière, ça passe mieux, plus ou moins bien. Et en particulier que tout ce qui est bleu UV ne passe pas. Ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que la diatomée fait des trous pour pouvoir échanger le milieu extérieur, métabolisme, etc., mais que ces trous ne sont pas répartis de façon aléatoire. Ils sont répartis de façon à filtrer la lumière. Ils servent de filtre. Le visible qui sert à la photosynthèse passe,
l'UV qui aurait brûlé la cellule ne passe pas. Alors ça intéresse beaucoup nos collègues de cosmétique, hein, puisqu'il y a des problèmes en cosmétique justement de biocompatibilité, etc. Et donc, simplement, en distribuant les trous, la diatomée arrive à faire un filtre. Elle n'utilise pas, bien évidemment, de crème solaire. Bon, on peut utiliser ces diatomées, je vais un peu vite là-dessus, on peut utiliser ces diatomées pour, vous voyez, on prend une goutte avec des diatomées, et puis on les laisse se déposer, ça fait une espèce de film de diatomée. Et on peut utiliser ce film, par exemple, dans des cellules solaires. Alors, cellules solaires, là, c'est quand vous éclairez, c'est ce colorant organique là, qui est dans la solution qui va être excité et qui va cracher des électrons. Ces électrons vont être récupérés sur une électrode d'oxyde de titane et puis donner donc une batterie. Eh bien, l'intérêt dans cette affaire-là, c'est d'avoir une interface aussi grande que possible entre la solution et l'électrode. Eh bien, pour faire cela, on a pu faire ça avec des diatomées. Donc, vous prenez les diatomées vivantes, vous faites une culture, vous leur donnez de la silice, et puis à la fin, vous changez de fusil d'épaule, vous donnez du titane. Ce qui veut dire que les trous des diatomées vont être recouverts d'oxyde de titane. Et vous pouvez utiliser cette diatomée pour faire les cellules solaires en question. Et à ce moment-là, vous avez des performances qui sont bien supérieures. Donc c'est juste pour montrer qu'on peut utiliser les diatomées telles quelles. Alors, chimie bio-inspirée. À gauche, je représente un peu une usine, ce que nous faisons quand nous faisons des matériaux. À droite, la nature. Et ce que j'ai montré, c'est que la chimie douce, quand l'eau remplace la nature. Nous, on ne travaille pas du tout comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On a le tableau périodique, il y a une centaine d'éléments dans le tableau périodique. Eh bien, chaque fois qu'on veut avoir une propriété, on pioche dans le tableau périodique, on va prendre tel ou tel élément pour faire le matériau. Alors, on utilise un maximum d'éléments. Alors, attendez, non. Voilà, c'est ce qui est ici à droite. Et par exemple, quand on fait un smartphone, on utilise pratiquement la moitié du tableau périodique, 40 éléments. Alors, 40 éléments, c'est bien, mais premièrement, ils ne sont pas tous abondants. Il y en a qui sont rares, même le lithium, par exemple, pas tellement. Ou il y en a qui se trouvent en Chine, pas en Europe. C'est quand même embêtant. Et puis, il y en a qui sont très difficiles à recycler. Donc, vous voyez ça pose des difficultés. Et bien évidemment, nous, on arrive à s'en sortir, on est intelligent. Mais les pauvres organismes vivants, ils ne sont pas aussi intelligents que nous. Il faut qu'ils se débrouillent. 96% du vivant n'utilise que 6 éléments, 6 atomes. Ceux qui sont ici, carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre et phosphore. Ce sont des éléments qui sont très abondants, qui ne sont pas chers, qui sont recyclables. Et c'est comme ça que le vivant fait ses matériaux. Alors, il fait ses matériaux. Alors, par exemple, vous voyez la molécule d'ADN. Pour faire la molécule d'ADN, vous prenez ces 5 atomes, vous faites 4 molécules qui sont ici, et elles vont s'assembler pour faire la double hélice. Et vous voyez quand même qu'avec 5 atomes, vous avez tout le code génétique du vivant. Vous voyez qu'entre les moyens utilisés et le résultat, il y a quand même un écart énorme. C'est ça le vivant. C'est ça le vivant. Et il va jouer en particulier, il va jouer sur ce que j'appelle la nanostructure. Alors je prends un exemple, le meilleur exemple, je pense, ce sont les papillons. Ce papillon, c'est un morpho avec une couleur bleue qui est tout à fait superbe. Alors si vous regardez ce papillon, les ailes du papillon, c'est fait d'un produit organique, une molécule organique qui s'appelle la chitine, donc qui est ici, qui est donc simplement 4 éléments, carbone, hydrogène, azote, oxygène. Voilà la molécule, peu importe la molécule, mais ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que le papillon, il va falloir qu'il se débrouille pour survivre avec uniquement cette molécule de chitine. Alors il a ses ailes qui vont lui permettre de voler, donc c'est des feuillets, des films de chitine, un peu renforcés avec des nervures pour assurer la rigidité. Mais si vous regardez les ailes du papillon, toujours pareil avec un microscope et vous regardez de plus en plus profondément, vous agrandissez ici, vous voyez qu'il y a ce que j'appelle donc une nanostructure à plusieurs échelles. Donc, regardons les différentes échelles. Vous avez l'aile de papillon, très fine. Elle est recouverte d'écailles, un peu comme le toit est recouvert de tuiles. Ces écailles vont servir essentiellement à renforcer l'aile, à la rendre plus dure, etc. Moins fragile. Mais si vous regardez dans ces écailles, vous allez voir que,
vous avez des stries. Elles sont striées comme ceci. Voici encore les stries, hein, avec un grossissement un peu plus fort. Eh bien, ces stries vont avoir une propriété, ce qu'on appelle l'hydrophobie, c'est-à-dire qu'elles vont faire que les ailes de papillon ne se mouillent pas. C'est l'histoire de la feuille de lotus, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous avez une surface avec des aspérités, la goutte d'eau ne peut pas pénétrer à l'intérieur des aspérités, elle reste à la surface des aspérités, et donc elle ne pénètre pas. Donc ça ne va pas être mouillé. Et en particulier, si c'est en pente, l'eau va former des gouttes, ne va pas pénétrer, et elle va glisser en entraînant toute la poussière. Ben, c'est de cette façon-là que les ailes de papillon, quand il pleut, ben, alors, si elles étaient mouillées, si elles prenaient l'eau, le papillon ne pourrait plus voler. Donc il peut voler, et comme vous avez vu que ces stries sont sur des tuiles, des espèces de tuiles, elles sont réparties de façon que toute l'eau et les poussières, etc., sont évacuées vers l'extrémité des ailes. Donc c'est auto-nettoyant. Mais ça va encore un peu plus loin. Ça c'est l'application industrielle de ce procédé-là. On regarde les stries. Vous voyez les stries, elles reviennent, mais vous voyez qu'entre les stries, il y a encore des petites choses. Ce n'est pas fini. Hein. Ces petites choses, voilà ce que c'est. Des espèces de lamelles qui sont ici. Voilà des lamelles. Hein. Tout ça, c'est des microscopies qui ont été faites au laboratoire, avec le laboratoire d'optique physique. Hein. Et ça va être responsable de la couleur. Alors pourquoi de la couleur? Parce que si vous regardez ces lamelles, c'est quoi? C'est de la chitine, hein, et de l'air. Chitine, air. Et vous voyez que c'est périodique. C'est-à-dire qu'on retombe sur les cristaux photoniques dont j'ai parlé avec les diatomées. Donc ça va jouer avec la lumière. Alors là, pas pour faire un filtre UV, mais pour donner une coloration. Pour donner une coloration, donc ça va être à l'origine de la couleur des ailes du morpho. Alors ce qui est intéressant quand même d'observer, c'est que les propriétés de cette aile, c'est toujours de la chitine, c'est toujours le même matériau, mais en jouant simplement sur la nanostructure, hein, à l'échelle nanométrique, vous arrivez à avoir des propriétés de résistance mécanique, des propriétés d'hydrophobie, des propriétés de coloration, etc. Donc c'est un peu ça, je dirais, le génie du vivant par rapport à nous. C'est avec un matériau, ils vont jouer simplement sur la forme pour obtenir les couleurs. Alors les couleurs obtenues vont dépendre des indices de réfraction, va dépendre aussi de l'orientation, etc. Ça veut dire que le papillon va jouer avec ça pour tout un tas de choses. Et je voudrais terminer mon exposé en parlant des éponges. Alors vous allez me dire, les éponges, bon, c'est un truc tout mou, vous vous en servez tous pour nettoyer le lavabo. Et donc, c'est simplement des corps tout mous. Alors, pour se renforcer un peu, les éponges fabriquent ce qu'on appelle des spicules. C'est des petits éléments comme ceci, qui sont soit en carbonate de calcium, soit en silice. Donc, rien de bien extraordinaire. Rien de bien extraordinaire, sinon que certaines éponges, celles qui sont nommées ici, qu'on trouve dans le Pacifique, fabriquent des filets. Des filets comme ça qui sont en silice. C'est ce qu'on appelle des éponges à crevettes, corbeilles de Vénus. Alors pourquoi? Ben simplement parce que ce filet va servir de filtre. C'est-à-dire que les crevettes, quand elles sont petites, vont passer à travers les trous, vont vivre en symbiose avec l'éponge, donc c'est-à-dire se nourrir des excréments de l'éponge, etc. Elles vont grossir et elles ne peuvent pas ressortir. Donc elles vont rester toute la vie. Il les a fait prisonniers dans cette espèce de filet. Alors c'est pour ça que les Japonais utilisent ça comme preuve de fidélité conjugale. Et ils offrent cela dans les mariages. Alors ce que je voulais montrer quand même, c'est que des éponges, ça n'a pas de tête, pas de bras, pas de jambes. Ça fait quand même des édifices extraordinairement beaux. Vraiment, c'est de la dentelle. Alors comme vous êtes sympathique, j'en ai apporté. Voilà. Un signe de fidélité. Ouais. Vous n'appuyez pas trop fort. Non. Mais ça, c'est fabriqué par une éponge, c'est exactement ça. Et vous voyez que c'est vraiment une dentelle extraordinaire. Alors, on ne sait pas, moi je ne sais pas faire, hein, pareil. Voilà. Et ça, c'est pour terminer. Oui, vous ne l'écrasez pas. Enfin, ouais.
Mais vous voyez que c'est pas petit, hein, ça fait quand même 20 cm. C'est vraiment extraordinairement. Donc, pour remercier Léonard de Vinci, je crois que c'est le 500e anniversaire hein, de sa mort. Oui. Et puis quand même, pour répondre à mon ami Charles Darwin, qui disait « Mais pourquoi c'est si beau, c'est que pour le plaisir des yeux ?» Je dirais non, c'est que la beauté attire l'attention. Et c'est parce que c'est beau qu'on l'étudie. Et donc, je dirais, la bio-inspiration est beaucoup basée sur la beauté des choses. Merci.